Coucou, je suis ravie que tu sois là. Vivons un beau moment ensemble. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le livre 2 des fables de Jean de La Fontaine. On a les textes juste là, et on va essayer ensemble de creuser un peu, de voir ce qu'il y a derrière. L'objectif, c'est de comprendre comment La Fontaine, avec ses animaux qui parlent et tout ça, il nous parle de nous, en fait, de la société, de nos qualités, de nos défauts aussi. On va regarder quelques fables emblématiques, voir un peu les morales qu'on peut en tirer encore aujourd'hui. Alors, pour démarrer, quoi de mieux que la toute première fable du livre 2 ? C'est un peu comme si La Fontaine nous disait d'entrée « voilà ce que je fais et voilà pourquoi ». C'est contre ceux qui ont le goût difficile. Et il y va franco. Il défend son truc, les fables, les mensonges d'Ésope, comme il dit. Il assume que le mensonge et les vers de tout temps sont amis. C'est quand même assez direct comme approche, non ? Genre « oui, j'invente des histoires et alors ?» Tout à fait, et c'est une défense pleine de malice, je trouve. D'abord, il fait semblant d'être modeste, il dit qu'il ne se sent pas assez fortiche, pas assez chéri du Parnasse pour écrire sur tout et n'importe quoi. Mais juste après, il place son argument clé. Ah oui ? Lequel ? Il est dit « cependant jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau ». Hop, il souligne sa nouveauté, son innovation, c'est pas rien. C'est vrai. Et il imagine même les critiques, le fameux censeur, qui trouverait à redire s'il écrivait des trucs plus sérieux, genre épopée ou poème d'amour. Et il s'énerve presque. Maudit censeur, te tairas-tu ? On sent qu'il en a un peu marre d'avance. Oui, et la conclusion, elle est cinglante pour les critiques trop exigeants, hein. Les délicats sont malheureux. Rien ne saurait les satisfaire. En gros, il dit « J'écris ce que je veux et tant pis pour ceux qui sont jamais contents ». Il s'affirme, quoi. Excellent. Ça pose bien le personnage. Bon, alors, allons voir ces thèmes qui traversent le livre 2. Il y a un truc qui revient souvent, c'est la ruse, l'intelligence, face à la force ou même à la bêtise. Par exemple, le coq et le renard. Ah, celle-là, elle est savoureuse. Le renard, toujours aussi malin et flatteur, il essaye d'embobiner un vieux coq qui est tranquillement perché sur sa branche. Il lui sort une histoire de paix générale entre tous les animaux. Ouais, genre, descends vite, qu'on fête ça ensemble, avec une petite idée derrière la tête, bien sûr. Exactement. Il lui parle de baisers d'amour fraternel. On voit venir le piège gros comme une maison. Mais le coq, attention, Il est pas dupe, hein. La Fontaine dit qu'il est adroit et matois. Ça veut dire quoi, matois ? c'est ça, rusé, méfiant, malin, quoi. Il flaire l'arnaque. Et mieux encore, il va retourner la situation. Ah oui, comment ? Eh bien, il fait semblant d'être super content de la nouvelle, et là, il dit « Oh, mais je vois 2 lévriers qui arrivent, ce sont sûrement des messagers qui viennent confirmer cette paix formidable. Malin. Le renard sait très bien que les lévriers, c'est pas ses meilleurs amis. » Bah oui, du coup, le renard, pris de panique, invente une excuse bidon, et il détale aussitôt. Fini le beau discours sur la paix. Et la morale de La Fontaine est assez jouissive, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. L'intelligence qui bat la ruse malhonnête, j'adore. Et cette idée d'intelligence adaptative, on la retrouve poussée vraiment loin dans La chauve-souris et les 2 belettes. C'est l'histoire d'une chauve-souris qui a vraiment pas de chance. Elle tombe d'abord chez une belette qui déteste les souris, Oups. puis chez une autre belette qui, elle, déteste les oiseaux. La pauvre, elle est mal barrée à chaque fois. Ah oui, situation critique. Comment elle s'en tire ? Par un opportunisme assez spectaculaire, il faut dire. À la première belette, celle qui mange les souris, elle dit quoi ? « Moi, une souris ? Pas du tout. Regardez mes ailes, je suis un oiseau. » Et hop, ça marche. Incroyable. Et chez la deuxième ? Chez la deuxième, qui déteste les oiseaux, elle change complètement de discours. « Moi, un oiseau ? Vous rigolez ? Regardez mes dents, mes pattes, je suis souris. Vive les rats. » Et elle sauve sa peau une deuxième fois. C'est fou ce retournement de veste. Quelle est la morale là ? Alors, La Fontaine ne donne pas de morale directe cette fois, mais il conclut en citant le sage qui disait, en gros, « Selon les gens, vive le roi, vive la Ligue ». C'est une référence directe aux guerres de religion où les gens changeaient de camp selon les circonstances. Ah d'accord. C'est une vision assez pragmatique de la survie alors ? Oui, voire un peu cynique. Ça suggère que pour s'en sortir, parfois il faut savoir s'adapter, quitte à mettre ses convictions de côté. L'important, c'est de survivre. Ça donne à réfléchir. Passons à un autre grand thème,
Les rapports de force, les puissants face aux plus faibles, les grands et les petits, comme dit La Fontaine. Les deux taureaux et une grenouille, c'est un bon exemple, non? Oui, très parlant. Deux taureaux se battent férocement pour une génisse et aussi pour savoir qui sera le maître du pré. Pendant ce temps, dans un marais tout proche, une grenouille est morte d'inquiétude. Et une autre grenouille lui demande pourquoi elle s'inquiète, ça a l'air loin leur bagarre de taureaux. Exactement. Mais la première grenouille a tout compris. Elle explique. Le taureau qui va perdre sera chassé du pré. Et où crois-tu qu'il va aller se réfugier? Dans notre marais. Ah oui. Et là, catastrophe pour les grenouilles. Les roseaux, il va les écraser par dizaines. Il en écrasait 20 par heure sans même faire exprès. Et bien sûr, c'est ce qui arrive. La Fontaine conclut avec cette phrase terrible et tellement vraie. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. C'est une constatation assez sombre sur les dommages collatéraux, en fait. Mais parfois, le petit il peut aussi se défendre ou même se venger. Je pense à l'aigle et l'escarbot. C'est quoi déjà un escarbot? Un scarabée. C'est ça, un scarabée. Dans la fable, un lapin, Jean Lapin, poursuivi par une aigle, se réfugie dans le trou du scarabée. Le petit scarabée sort et supplie l'aigle d'épargner le lapin. J'imagine que l'aigle s'en fiche complètement. Royalement. Elle donne un coup d'aile au scarabée et s'envole avec le lapin. Mais l'escarbot, même s'il est minuscule, il est furieux. Et sa vengeance va être terrible. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve le nid de l'aigle et il fait rouler les œufs pour les casser. L'année d'après, l'aigle fait son nid encore plus haut, sur un rocher. Mais l'escarbot, tenace, y grimpe et recasse les œufs. Il lâche rien, ces scarabées. Ah non. L'aigle est désespérée. Elle va carrément déposer ses œufs sur les genoux de Jupiter, le roi des dieux, en se disant là, au moins, ils seront en sécurité. Et même là, L'escarbot trouve une ruse incroyable. Il fabrique une petite boule de terre, une sorte de crotte, et il la laisse tomber pile sur la robe de Jupiter. Jupiter, surpris, se lève brusquement pour secouer sa robe, et paf, les œufs tombent et s'écrasent encore une fois. c'est presque drôle tellement c'est obstiné. Et ça finit comment? Jupiter voit bien que ces deux-là sont irréconciliables, alors il trouve une solution pratique. Il change la saison de ponte des aigles pour qu'elle ne corresponde plus à la période où les scarabées sont actifs. Fin de l'histoire. Quelle fable! La leçon, c'est quoi? Que même le plus petit peut avoir raison du plus fort? Oui, c'est ça. La persévérance du faible peut venir à bout du puissant. Et ça montre aussi que la vengeance peut être incroyablement tenace et inventive. Faut pas sous-estimer les petits lus. L'abus de pouvoir, ça peut aussi être plus sournois, comme l'abus de confiance. C'est ce qu'on voit dans La Lys et sa compagne. Une lys, c'est une chienne, c'est ça? Oui, une chienne. Elle est sur le point d'avoir ses petits et elle demande à une autre chienne de lui prêter sa niche, sa hutte, juste pour quelques jours. L'autre accepte, gentiment, Sympa. Mais je sens que ça va mal tourner. évidemment. D'abord, la lys demande un peu plus de temps parce que ses chiots sont encore trop petits, trop faibles, dit-elle. La propriétaire patiente, mais quand elle revient enfin pour récupérer sa niche, elle se fait jeter carrément. La lys, maintenant entourée de ses chiots qui ont bien grandi et sont devenus forts, elle montre les dents et refuse de partir. Elle dit en gros essayez donc de nous mettre dehors maintenant. À l'ingrate. C'est terrible. Et là, La Fontaine donne deux morales très claires. La première, ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Méfiance donc. Et la seconde, qui est devenue un proverbe, laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris 4. Une mise en garde contre la naïveté et, l'empiètement progressif. Exactement, si tu cèdes un peu à quelqu'un de mal intentionné, il risque de prendre beaucoup plus. Heureusement, le livre 2 n'est pas que noirceur et cynisme. Il y a aussi de belles histoires d'entraide où, justement, les petits montrent leur valeur. Le cas le plus célèbre, c'est le lion et le rat, non? Ah oui, l'incontournable mythe. Le lion, roi des animaux, qui par clémence, ou peut-être juste par dédain, décide d'épargner un petit rat qui était sorti de son trou juste sous sa patte. Un geste qui peut sembler sans importance pour le lion. Mais qui va lui sauver la vie plus tard? Précisément. Un jour, le lion se fait prendre dans un piège, un filet de chasseur, des traits. Il a beau rugir, ça ne sert à rien, il est coincé. Et qui arrive à la rescousse? Le petit rat. Le petit rat. Il se souvient que le lion l'a épargné. Alors il vient et, avec ses petites dents acérées, il se met à ronger une maille du filet. Juste une maille. Mais ça suffit, le filet se défait et le lion est libre. C'est une très belle image, cette souris qui libère un lion. Et La Fontaine en tire plusieurs leçons, je crois. Oui, 3 même.
est très importante. D'abord, il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On ne sait jamais qui pourra nous aider un jour. Ensuite, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ça, c'est clair. Et la troisième? La troisième est devenue un proverbe très célèbre. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Autrement dit, la persévérance, le travail minutieux, ça peut être plus efficace que la colère ou la force brute. C'est une belle morale sur l'interdépendance et la patience. Superbe. Changeons un peu de sujet. Un autre thème fort, c'est la connaissance de soi. Ou plutôt, le manque de connaissance de soi. La Fontaine se moque pas mal de la prétention, non? L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits, par exemple. Oui, l'histoire est toute bête. Un astrologue, le nez en l'air à regarder les étoiles, ne voit pas le puits juste devant lui et plouf, il tombe dedans. Le cliché? Et quelqu'un qui passait par là lui lance, avec une certaine ironie, « Pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta pète ?» C'est une critique assez directe de ceux qui sont un peu trop perchés. Oui, d'abord ça vise clairement les astrologues, les devins, ceux que La Fontaine appelle les charlatans faiseurs d'horoscopes. Ils prétendent lire l'avenir dans les étoiles, mais sont incapables de voir le danger juste sous leur nez. Mais ça va plus loin, j'imagine. Bien sûr, plus largement c'est une critique de tous ceux qui sont dans la spéculation, dans les rêves, ceux qui bâillent aux chimères, comme il dit, ceux qui négligent le concret, leurs propres affaires, leurs problèmes réels, pour des idées abstraites ou des illusions. Il y a une autre fable qui parle de ça, de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est le corbeau voulant imiter l'aigle. Exactement. Un corbeau regarde un aigle magnifique enlever un mouton dans ses serres. Impressionné, le corbeau se dit « Tiens, mais moi aussi je peux faire ça. » Mauvaise idée. Très mauvaise. Il choisit le plus gros, le plus gras mouton du troupeau et essaye de l'attraper. Sauf que, évidemment, Il est trop lourd et ses pattes s'en mêlent. voilà. Non seulement le mouton est trop lourd, mais en plus ses serres se prennent dans la laine épaisse. Le corbeau est complètement coincé, incapable de se dégager. Le berger arrive, le capture sans aucune difficulté et le donne comme jouet à ses enfants. Pauvre corbeau. La morale est claire, là. Limpide. Il faut se mesurer. Il ne faut pas essayer d'imiter ceux qui ont des capacités qu'on n'a pas. Ça mène à l'échec et au ridicule. La Fontaine ajoute cette image. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Chacun ses capacités, chacun sa place. C'est une leçon d'humilité et aussi de réalisme. Et cette idée de nature profonde, d'instinct qui finit toujours par ressortir, La Fontaine l'aborde aussi, non? Je pense à la chatte métamorphosée en femme. Ah oui, celle-là est excellente. Un homme aime tellement sa chatte qu'il supplie les dieux de la transformer en femme. Miracle, ça marche. Il l'épouse fou de joie. Au début, tout va bien. J'imagine la suite, le naturel revient au galop. Exactement. L'homme est persuadé qu'elle est devenue une vraie femme. Il ne voit plus rien de la chatte en elle. Et puis, un soir, pendant le repas, quelques souris se montrent. Et là, Et là, la femme chatte oublie tout. Son mari, sa nouvelle condition, les bonnes manières. Son instinct est plus fort. Elle saute de table et se lance à la poursuite des souris. c'est une image très forte quand même. Oui. Et La Fontaine conclut sans détour. Tant le naturel a de force. Il insiste sur le fait que les habitudes profondes, l'instinct, le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli, c'est quasiment impossible de s'en défaire, même si on essaye de chasser le naturel. Il revient au galop. Enfin, la version de La Fontaine, c'est qu'on lui ferme la porte au nez, il reviendra par les fenêtres. C'est ça. C'est une vision assez déterministe, on pourrait dire. Ça suggère que notre nature fondamentale finit souvent par l'emporter sur l'éducation, les apparences, la volonté même. C'est vrai qu'on a brassé pas mal de choses, hein. La ruse, le pouvoir, l'entraide, la prétention, le naturel. C'est fou comme ces petites histoires d'animaux peuvent être riches et complexes finalement. C'est ça le génie de La Fontaine, partir de récits souvent simples, amusants en surface, pour explorer la nature humaine, les relations sociales, avec une profondeur incroyable. Il réussit parfaitement ce que les classiques appelaient « plaisérer au dos serré », plaire et instruire en même temps. Chaque fable, c'est un petit miroir du monde. Et ce qui est dingue, c'est que ça nous parle encore directement des siècles après. Ça donne vraiment envie de les relire ou de les découvrir avec ce regard-là. Absolument. Et d'ailleurs, pour terminer, peut-être une petite question qui reste en suspens. On a vu que dans ce livre 2, La Fontaine donne souvent le beau rôle, ou en tout cas l'intelligence et la victoire morale, aux petits. Le rat, le scarabée, le coq, même la chauve-souris qui s'en sort, face aux grands, aux puissants, aux prédateurs comme le lion, l'aigle, le renard. C'est vrai, c'est une tendance assez laite.
Alors, pourquoi? Est-ce que c'est juste une observation réaliste? Les faibles doivent être rusés pour survivre? Ou est-ce qu'il y a une critique plus ou moins cachée de l'arrogance des puissants? Ou peut-être même une sorte de compensation, une justice poétique qu'il établit dans ses fables, face aux injustices qu'il voyait autour de lui? Bonne question. Une critique sociale, une observation, une compensation? Voilà. C'est une piste intéressante, je trouve, à garder en tête en relisant ces fables. Qu'est-ce que La Fontaine cherche vraiment à nous dire à travers cette mise en valeur fréquente des petits? À méditer. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.